Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à tous, au micro Marie-Pierre Haut. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une édition des Fiscales spéciales USA intitulée « Quel avenir pour les relations fiscales et douanières franco-américaines ?» Dès le 14 janvier dernier, le président élu Joe Biden a annoncé un plan massif de soutien à l'économie américaine fortement malmenée par la crise sanitaire actuelle. D'autres mesures d'envergure sont attendues dans les prochaines semaines en écho aux annonces faites lors de la campagne électorale de l'automne dernier. Radio KPMG vous propose à l'occasion de l'investiture de Joe Biden aujourd'hui même une édition spéciale au cours de laquelle nous allons esquisser ce qui pourrait changer d'un point de vue fiscal au cours de la première année de la nouvelle administration Biden. Pour procéder à cet exercice exploratoire, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro 3 experts KPMG. Larry Lemoine, associé fiscaliste de KPMG US qui conseille des groupes français implantés aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Patrick Seroin-Joly, associé de KPMG Avocat, responsable du département fiscalité internationale après avoir passé plusieurs années au French Tax Desk de New York. Et enfin, Stéphane Chasseloup, associé de KPMG Avocat, responsable de la ligne de service douane et commerce international. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. De nombreuses questions se posent en ce début de mandat. Quelles mesures fiscales peut-on concrètement attendre ? Quelles sont les marges de manœuvre de l'administration Biden au regard de la nouvelle composition du Congrès ? Peut-on s'attendre à une désescalade des tensions entre la France, l'Europe et les États-Unis, notamment en matière douanière ? Vous l'aurez compris, au cours des 30 prochaines minutes, nous allons nous intéresser à l'évolution possible des relations fiscales et douanières franco-américaines et à ce que pourrait être la prochaine réforme fiscale américaine. Commençons par rappeler les grands axes de la précédente réforme fiscale votée sous la présidence Trump. En janvier et en juin 2018, nous en avions sur ces ondes présenté les grandes lignes dans 2 éditions spéciales à écouter ou à réécouter dans notre application mobile Radio KPMG, accessible dans l'Apple Store ou Google Play. Là, il est sûrement utile de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et nous allons le faire avec vous, Patrick Seroin-Joly, qui avez vécu depuis New York la mise en œuvre de cette grande réforme fiscale. Oui Marie-Pierre, certains de nos auditeurs s'en souviennent peut-être, l'adoption du Tax Cuts and Jobs Act, le 22 décembre 2017, c'est-à-dire à la fin de la première année de la présidence Trump, s'est faite à marche forcée. La majorité rouge, c'est-à-dire républicaine au Congrès, ne disposait pas d'un plan détaillé pour cette réforme et a ressorti de ses cartons un précédent projet que les républicains avaient façonné sous la présidence Obama. La conviction des républicains à l'époque était que le taux d'impôt fédéral de 35% nuisait fortement à la compétitivité des États-Unis et était la cause d'une fuite à l'étranger des emplois comme des recettes et donc d'un amenuisement des recettes fiscales fédérales. Il a fallu attendre que les républicains remportent la Maison-Blanche en 2016 et disposent d'une majorité au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants comme au Sénat, pour décider de cette baisse historique de 14 points du taux d'impôt fédéral à 21%. Cette baisse, vous vous en souvenez peut-être, fut financée par la taxation transitoire des profits non distribués des filiales étrangères des groupes américains, la fameuse Mandatory Repatriation Tax, laquelle devait rapporter 340 milliards de dollars au budget fédéral américain. Et on s'en souviendra, 38 milliards de dollars de ce total étaient déclarés par le seul groupe Apple. Les sous-jacents de cette réforme étant posés, voyons maintenant sur le plan international les principales mesures fiscales apportées par la réforme Trump. Eh bien, la réforme de 2017 a soutenu l'export américain par le biais du dispositif FDII, lequel a fait bénéficier les groupes américains d'un taux réduit d'imposition de 13,1/8, 13,125%, sur les exportations de biens et de services made in America. En contrepartie, les États-Unis adoptèrent une mesure anti-érosion de la base d'imposition, le BEAT, qui a frappé les consommations de biens et de services en provenance de l'étranger. Je crois me souvenir qu'un des objectifs de la réforme Trump était de passer d'un système fiscal américain mondial vers un régime plus territorial. Tout à fait, Marie-Pierre. Mais il s'agissait là plus d'une annonce politique que d'une réalité. En aparté, on se rappellera qu'une des promesses du candidat Trump était de simplifier la fiscalité américaine et nous sommes aujourd'hui bien loin d'avoir atteint cet objectif. En ce qui concerne l'objectif annoncé d'un système US plus territorial, là aussi nous sommes loin du compte, car dans les faits, le régime fiscal américain est devenu bien plus mondial qu'il ne l'était auparavant, notamment au travers du mécanisme GILTI. Celui-ci, qui a donné le plus de fil à retordre aux entreprises, taxe à la moitié du taux standard, soit à 10,5%, une partie des bénéfices des filiales étrangères des groupes américains, plus précisément les profits excédant une rémunération normative des actifs corporels. Des changements significatifs ont également été actés en matière de déductibilité d'intérêts. Effectivement, des modifications substantielles furent adoptées et le champ de l'application de l'article 163J fut élargi pour limiter à 30% de l'EBITDA l'ensemble des charges financières nettes.
C'est un mécanisme que nous connaissons bien également en France depuis la transposition de la directive ATAD début 2019. Oui, mais attention, comparaison n'est pas raison. Et le dispositif américain intègre une seconde baisse importante de la part déductible des charges financières nettes, dans la mesure où le plafond de 30% de l'EBITDA doit normalement passer à 30% de l'EBIT, et ce, dès 2022. Espérons que cela n'inspire pas le législateur français. Effectivement. Voilà pour ce bref rappel des principaux points de la réforme fiscale Trump que l'on peut qualifier tout à la fois d'historique, de complexe, voire d'innovante. Elle a eu des impacts concrets sur les groupes français. Ils ont dû réagir pour s'adapter à la nouvelle donne fiscale américaine. Je m'adresse maintenant à vous, Larry Lemoine, qui avez accompagné de grands groupes français dans cette démarche dès le début 2018. Effectivement, dès 2018, certains groupes français ont sollicité pour refondre le financement de leurs opérations aux États-Unis et bon nombre d'entre eux a procédé à la capitalisation des prêts intergroupes. Cela n'avait en effet pas d'intérêt de chercher à déduire des intérêts aux États-Unis au regard de la baisse à 21% du taux fédéral, compte tenu de l'imposition des revenus d'intérêt au taux standard français, qui à l'époque était encore de 34,43%. Et le durcissement de la limitation de la déductibilité des intérêts que Patrick vient de rappeler n'a fait qu'amplifier ces capitalisations. Dans un deuxième temps, les groupes français ont essayé de réduire l'impact du BIT en faisant la chasse aux paiements intergroupes des États-Unis vers la France. On pense naturellement aux services de management, mais aussi aux redevances de technologie. Dans la mesure où le BIT ne frappe pas les importations de biens corporels, pour leur revente, les groupes français ont essayé d'intégrer la technologie et les services dans le prix des marchandises vendues à leurs filiales américaines, en faisant parfois un arbitrage avec les droits de douane. Une adaptation des opérations pour certains groupes français, voire des modifications de leur structure de détention pour d'autres. Et on verra aussi, dans quelques instants avec Stéphane Chastelou, le caractère primordial des aspects douaniers dans les relations entre la France et les États-Unis. Autre question, Larry, est-ce que le dispositif FDII incitatif au Made in USA a conduit des groupes français à augmenter leur présence physique aux États-Unis et à y localiser ou relocaliser des opérations de production? C'était en tout cas un des objectifs de l'adoption de ce mécanisme incitatif, mais en pratique, peu de groupes ont franchi le pas pour établir des opérations de production pour la bonne et simple raison que personne n'a vraiment cru à la pérennité du taux standard de 21%. Et donc le taux attractif de 13,125% offert pour les activités de production Made in USA aux fins d'export. Et la défaite électorale des républicaines aux élections de mi-mandat en 2018 n'a fait que confirmer ces réticences des groupes français. C'est vrai, tout comme la défaite de Donald Trump aux élections de novembre dernier. Alors justement, peut-on parler d'une vague bleue à Washington? Les conditions sont-elles réunies pour une nouvelle réforme fiscale d'ampleur outre-Atlantique? Je ne sais pas si l'on peut véritablement parler d'une vague bleue. Bien évidemment, les démocrates tiennent la Maison-Blanche, comme les deux chambres de Congrès. Pour autant, il s'agit plutôt d'une vaguelette qu'un raz-de-marée, car la majorité démocrate ne peut pas être plus courte. C'est réduit à la Chambre des représentants depuis les dernières élections. Elle risque même de se réduire un peu plus dans la mesure où Joe Biden a appelé certains représentants démocrates pour faire partie de son équipe gouvernementale. Et au Sénat, elle ne tient qu'à un fil, puisque les 100 sièges sont répartis à 50-50 entre Republicans et démocrates. Et seule la voix de la future vice-présidente Kamala Harris fait pencher la balance de côté bleu. N'est-ce pas tout de même une majorité? Oui, c'est vrai, mais majorité qui requiert une discipline exemplaire sur les bons démocrates et qui ne peut donc pas souffrir de défection. Par ailleurs, il manque 10 sièges aux démocrates au Sénat pour se protéger contre le risque d'obstruction parlementaire selon les règles du filibuster, qui permettent à un sénateur de monopoliser la parole sans s'arrêter. Le filibuster est moins hollywoodien aujourd'hui que dans les films, mais peut effectivement empêcher le Sénat de passer au vote sur un projet de loi. Est-ce à dire que la nouvelle administration Biden doit s'attendre à des embouteillages parlementaires? Non, pas nécessairement. Il existe, dans le contexte actuel, un consensus pour certaines mesures législatives d'urgence, comme par exemple la loi votée par le Congrès en réponse à la crise de la COVID et promulguée par le président Trump en décembre dernier. Toujours dans le même esprit, le président élu Biden vient de proposer la semaine dernière un nouveau plan de soutien aux familles et aux petites entreprises, les PME, le American Rescue Plan. Et celui-ci devrait très probablement figurer en priorité à l'ordre du jour du Congrès, sauf si Biden décide de procéder avec les décrets présidentiels.
Et Joe Biden devrait présenter au Congrès le mois prochain un large plan pluriannuel d'investissement dans l'économie américaine, le Build Back Better Recovery Plan, en évoquant spécifiquement l'industrie, les infrastructures et l'innovation. Il y a d'autre part la procédure dite Budget Reconciliation, selon laquelle les démocrates pourraient faire passer des mesures législatives fiscales à la majorité simple, et ce, sans crainte d'une obstruction de type filibuster. C'est peu difficile à faire, mais loin d'être impossible. Au cours de la campagne présidentielle, l'équipe Biden a posté sur son site web plus de 40 programmes sur des sujets très divers, comme par exemple les infrastructures, les énergies vertes, la reconstruction des chaînes de distribution aux États-Unis, le logement, les inégalités raciales, la protection de l'enfance et des aînés et le système de santé. Larry, cela nous donne-t-il déjà une idée de ce que Joe Biden pourrait proposer? Vous avez raison. La plupart de ces programmes incluent une composante fiscale pour asseoir les objectifs poursuivis et financer le coût. D'autres propositions fiscales ont été aussi faites pendant la campagne. Bon nombre d'entre elles, tout détaillées, ont été rédigées dans un langage accessible à tout le monde, en fait, bien loin du jargon technique des professionnels de la fiscalité et restent, par conséquent, à clarifier en détail. Par exemple, lors de ses annonces de la semaine dernière, concernant les investissements futurs, Joe Biden a indiqué que le coût des investissements permanents serait financé en s'assurant que chacun s'acquitte de sa juste part d'impôt, allant même jusqu'à indiquer que, et je cite, « Nous pouvons y arriver sans pénaliser qui que ce soit en colmatant les brèches fiscales pour les entreprises qui leur permettent de transférer des emplois américains à l'étranger ou de payer zéro impôt fédéral. » C'est pour le moins vague, en effet. À votre avis, est-il raisonnable de penser que les démocrates, comme leurs prédécesseurs républicains en 2017, dépoussièrent des propositions législatives datant de la présidence Obama? Oui, pour autant, le paysage économique a changé en profondeur au cours des 4 dernières années. Au rang des quelques propositions fiscales concrètes pour les entreprises figure la hausse de taux de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%, la création de nouvel impôt sur les sociétés minimum de 15% sur les profits mondiaux au-delà de 100 millions de dollars, la hausse du taux de mécanisme GILTI, que Patrick rappelait il y a quelques instants, de 10,5% à 21%, accompagnée du passage à une analyse pays par pays et l'arrêt de la prise en compte de la rémunération routinière sur les actifs corporels. Et finalement, il y avait l'adoption ou l'élargissement des crédits d'impôt pour certaines activités dans les sites domestiques de production. Comme vous pouvez le voir, Marie-Pierre, le balancier penche du côté des hausses d'impôts et non pas des allègements fiscaux. À compte courant de ce qui se passe actuellement en France avec la baisse programmée du taux d'IS, les groupes ont-ils déjà commencé à anticiper ces annonces de hausse d'impôts? Il est important de préciser pour nos auditeurs qu'aux États-Unis, il est rare que les hausses d'impôts soient rétroactives, à la différence de la France. Les entreprises que j'accompagne les anticipent pour 2022 au plus tôt. Elles commencent seulement à examiner si elles peuvent accélérer des profits en 2021 ou décaler les charges à 2022 et après. Mais nous n'en sommes qu'aux prémices du programme fiscal Biden et je ne pense pas que des changements puissent être conduits avant d'avoir une vision plus claire et plus précise des propositions législatives qui seront faites. Il faut garder en tête que si le président est élu pour 4 ans, les élections de mi-mandat auront lieu au Congrès dans 2 ans. Un tiers des sénateurs et tous les représentants de la Chambre remettront alors leur siège en jeu. Historiquement, le parti au pouvoir perd des sièges à cette occasion. La très faible majorité démocrate dans les 2 chambres peut faire craindre que les républicains reconquièrent le Congrès dès 2023. Et donc, vous le voyez, la fenêtre est très étroite pour ce Congrès démocrate. Dans un autre registre, Larry, certaines propositions Biden peuvent faire penser à ce que vise l'OCDE au travers de son plan BEPS. Je suis d'accord. En particulier, l'adoption des mécanismes d'imposition minimale semble vouloir combattre les mêmes abus supposés que ceux que la version 2.0 du programme BEPS veut pourfendre. Sur ce point, il semble que l'on puisse s'attendre à plus d'écoute de la part de l'administration Biden vis-à-vis du projet BEPS, en contraste par rapport à l'opposition marquée de l'administration Trump, en particulier aux propositions de pilier 1. N'allons pas trop vite pour autant.
L'administration Biden procédera certainement à un examen approfondi des propositions de l'OCDE et à une mesure de l'impact sur les multinationales américaines, et notamment les fameux GAFA, comme sur le trésor public. Le principe de pleine concurrence reste la règle d'or des États-Unis. Aussi, accepter le pilier 1 est difficile. Larry, vous mentionnez les projets actuellement en cours de discussion à l'OCDE pour faire face aux défis de la taxation des activités numériques et notamment au pilier 1 de ce projet. Un pilier 1 qui propose de nouvelles règles de répartition du bénéfice des groupes multinationaux en se détachant parfois de l'exigence de présence physique locale. Mais qu'en est-il du pilier 2 sur l'imposition minimum des groupes et la règle anti-érosion des profits dite GLOBE pour Global Anti-Base Erosion? Alors là, c'est difficile à dire. L'OCDE a ouvert sa consultation au public jeudi et vendredi dernier et il faut dire que la position américaine évolue. Le président élu Biden n'a pas encore prêté serment et son cabinet, y compris son choix de remplacer le secrétaire du Trésor Mnuchin, n'a pas été confirmé. Cela peut prendre un peu de temps avant que le nouveau secrétaire au Trésor soit installé et qu'il ou qu'elle prenne position sur les initiatives de l'OCDE. Peut-être que les premières déclarations auront lieu au prochain sommet des ministres des Finances au G20 en février. Concernant le pilier 2 et ce qu'on sait aujourd'hui, l'OCDE reconnaît qu'un accord sur la coexistence de la règle américaine de GILTI et celle dite de GLOBE est essentiel pour qu'un accord politique intervienne. Les deux dispositifs partagent au fond la même philosophie et les défis pour modifier le mécanisme GILTI, partie importante de la réforme fiscale américaine, seraient effectivement très importants. Tout cela conduit à penser qu'une solution serait de considérer les GILTI comme équivalents à les règles de GLOBE, parce qu'il semble improbable aujourd'hui que le Congrès et l'administration Biden essaient de mettre fin aux GILTI et les propositions de candidat Biden allaient plutôt dans le sens de renforcer le dispositif et non de le limiter ou de le remplacer. Restons dans le domaine fiscal et passons maintenant aux relations franco-américaines d'un point de vue douanier. Stéphane Chasseloup, depuis 2019, nous assistons à une augmentation des droits de douane significative, ciblée sur certains produits français avec, fin 2020 et au début de cette année, une accélération des tensions douanières entre l'Union européenne et les États-Unis. Comment voyez-vous les choses dans un avenir proche ? Si l'on s'intéresse à la relation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, 2 points majeurs sont à noter. La suspension des droits additionnels pris en rétorsion de la taxe française sur les services numériques, mais aussi la mise en place de droits additionnels complémentaires dans l'affaire Boeing contre Airbus. Donc, 2 salles de représailles en réponse à ces 2 sujets. Mais avant d'entrer dans le détail, comment fonctionnent ces mesures de rétorsion ? Eh bien, comme d'habitude désormais, Marie-Pierre, on cherche à viser des secteurs symboliques. Autos célèbres, Bourbon pour les produits américains, vin et autres champagnes, pièces aéronautiques pour l'Union européenne. Il est en effet assez logique de viser les fleurons emblématiques nationaux pour la taxation. Ensuite, le préjudice est chiffré. Quel est le montant que je dois contrebalancer par la mise en œuvre de droits de douane additionnels? Enfin, les autorités s'intéressent à une période dite de référence et calculent un taux de droits de douane additionnel pour arriver au montant annuel décidé de droit. En pratique, la taxe sur les services numériques a donc entraîné dans son sillon des droits ad valorem de 25%. Comment en est-on arrivé là, Stéphane ? Refaisons un point d'étape de cette histoire, Marie. En juillet 2019, le ministre Le Maire présente le dispositif français de taxe sur les services numériques. Furieux, le gouvernement US demande à l'Office américain du commerce extérieur, autrement appelé USTR, de lancer immédiatement une investigation, certainement orientée, dirons-nous, du dispositif français. Première étape. En décembre 2019 surgit la première notice de l'USTR. Celle-ci prévoit des droits de douane additionnels à 100% sur certains produits. Le gouvernement français décide, dès le début 2020, à la suite de ces mesures, de se laisser le temps de la réflexion et suspend la perception de la taxe. Juillet 2020, une nouvelle notice de l'Office américain USTR est publiée. Nous avons là alors une identification des produits. Il s'agit des produits cosmétiques et des sacs à main. Montant de la taxe, vous l'avez dit, 25%. Dans la mesure où la France avait décidé, comme je l'ai rappelé, de suspendre la perception des acomptes de la taxe sur les services numériques, l'application des droits de douane américains a été suspendue pour 180 jours. Rendez-vous a donc été pris le 6 janvier 2021 et contre toute attente, à cette date, une nouvelle suspension a été décidée. L'administration américaine veut prendre des mesures, non seulement contre la taxe française, mais aussi contre les autres taxes sur les services numériques, italiennes, turques et autres, qui viennent de donner lieu à des enquêtes. Une réponse globale et adaptée à cette situation globale est donc à attendre dans les prochains jours. S'agissant maintenant du contentieux Boeing-Airbus, les choses sont-elles plus encadrées ?
Dans le cadre du contentieux, Marie-Pierre, opposant les États-Unis d'Amérique à l'Union européenne devant l'Organisation mondiale du commerce, la décision des experts de l'OMC autorise le gouvernement des États-Unis à adopter des droits additionnels à l'encontre de produits européens pour un montant similaire au préjudice évalué durant l'enquête par l'OMC. Depuis octobre 2019, à la suite d'une très longue enquête autour de l'affaire Boeing-Airbus, démarrée, rappelons-le, sous la présidence Obama, les États-Unis imposent un droit de douane additionnel sur un certain nombre de produits UE, comme les vins tranquilles de moins de 14 degrés, vendus en contenant de moins de 2 litres. À la toute fin 2020, de manière très récente donc, les États-Unis ont pris une nouvelle notice pour prévoir l'application de droits additionnels sur d'autres produits, les droits prévus depuis le 2019 n'ayant pas permis, effet Covid induit, d'indemniser le préjudice américain. La nouvelle notice de l'USTR prévoit donc que des droits de 25% vont désormais s'appliquer à l'ensemble des vins tranquilles, même en vrac, aux spiritueux à base de vin, comme le cognac, sans oublier naturellement certaines pièces aéronautiques. N'oublions pas en parallèle que l'Union européenne avait, elle aussi, pris des mesures par un règlement du 7 novembre 2020 et imposé des droits de douane sur la valeur des produits de 15% sur les avions civils gros porteurs américains et de 25% sur des marchandises agricoles ou industrielles considérées comme suffisamment semblables aux contre-mesures appliquées par les Américains. Les mesures de l'Union s'appliquent toujours. Subissons-nous ces mesures ou peut-on aussi y réagir? Autrement dit, existe-t-il des solutions pour réduire leur impact financier? Il existe en effet des solutions douanières de minoration de l'impact financier de ces mesures. En premier lieu, il peut s'agir de reclasser les biens. Alors oui, dans des positions non visées. Les produits dont on parle sont en effet repris sous des positions tarifaires. Et il est fréquent que le travail de classement réalisé par les entreprises, de par sa grande difficulté, puisse conduire à des classements dans de mauvaises positions. Ensuite, l'importateur peut être tenté de choisir, moyennant autorisation, une autre solution, bien connue, le système de la first sell. Ce dernier permet en effet de retenir une valeur d'importation inférieure, puisque retenant comme base taxable une transaction antérieure dans la chaîne de ces transactions à celle relative à l'opération d'exportation. En pratique, il s'agit souvent de valeurs entre un premier producteur situé dans l'Union et un exportateur, là aussi situé dans l'Union. On va le qualifier, du point de vue de la réglementation first sell, de middleman. Enfin, et à la mesure de tous les sujets relatifs à la fiscalité US par Patrick ou par Larry juste avant, l'importateur US peut choisir d'analyser le prix de transfert pour en extraire tous les services non directement liés aux produits importés et pourtant intégrés dans le prix de transfert utilisé comme base taxable à l'importation. Du travail douanier en perspective donc, mais pas seulement. Autre question pour vous, Stéphane Chasseloup. À votre avis, ces sanctions douanières sont-elles pérennes? Il est très délicat aujourd'hui de l'affirmer ou de l'infirmer. En effet, pour la partie sur la taxe sur les services numériques, tout va dépendre des discussions au sein de l'OCDE et de l'Union pour savoir si nous orientons vers une mise en place d'une taxe mondiale bien au niveau de l'UE. Il est difficile aussi d'anticiper la réaction de la France, qui pourrait choisir, contrairement aux Italiens par exemple, qui ont prévu la mise en place d'une sunset clause, de maintenir une taxe nationale en plus de la taxe de l'Union européenne. En tout état de cause, cette taxe, quel que soit son niveau, Union européenne, hors Union européenne ou même française, entraînera sans nul doute l'application de droits de douane additionnels dans le temps. S'agissant des autres droits évoqués, nous pouvons imaginer que ces droits s'appliqueront tant que l'Union européenne appliquera elle-même ceux prévus dans cette affaire par l'arrêt de l'OMC. Après ces 4 dernières années particulièrement tendues, que peut-on attendre de la présidence Biden en matière de commerce international? On peut anticiper une poursuite de l'application de droits de douane additionnels. En effet, argument majeur de la politique commerciale internationale aujourd'hui, américaine, chinoise et même européenne. On ne voit pas de normalisation à court terme des échanges internationaux sous cette nouvelle présidence, sauf peut-être si une négociation autour d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne pouvait redémarrer. Cela se conduirait certainement à un assouplissement des mesures douanières actuelles, voire à leur disparition. On peut anticiper toutefois que les États-Unis tenteront de normaliser leur place dans les instances internationales, titre desquelles l'Organisation mondiale du commerce, régulateur des échanges internationaux. En outre, point fondamental, les droits de douane additionnels ou toute autre taxe à l'importation risquent de continuer puisqu'ils sont aujourd'hui considérés partout dans le monde comme une manière de financer la dette Covid. On citera par exemple pour l'Union européenne la taxe carbone ou autre taxe sur les sacs plastiques dont l'Union européenne veut se servir pour le financement de la dette. Ces mesures sont d'autant plus envisageables et pérennes qu'elles sont acceptées et acceptables par les branches à la fois protectionnistes, mais aussi par les défenseurs de l'environnement. Donc, ce sont des mesures électoralement vertueuses. Un outil d'avenir, en somme.
Un grand merci à vous trois, Patrick, Larry et Stéphane, pour vos éclairages et les pistes de réflexion que vous avez esquissées pour nos auditeurs. Nous aurons l'occasion bien entendu de poursuivre cet échange lorsque la nouvelle administration sera installée et que le Congrès aura avancé dans l'adoption de nouvelles mesures législatives. Cette édition spéciale des Fiscales est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à bientôt sur nos ondes. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.